Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast. Je suis votre host, Ray Anton, et vous savez déjà. Un épisode super spécial parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez souvent. Dernièrement, ma prochaine invitée, comme vous allez voir, c'est une femme qui a monté une marque depuis des années, 2 décennies, je pourrais dire. Oui. Right? Puis, regarde, c'est allé médiatique pour la raison, fait qu'on parlait d'un sujet très sensible, que très peu de monde dans les médias sociaux veulent se voir comparer, je pourrais dire, pour la seule raison que ça peut nuire à son estime. Mais je pense qu'il y a un super pouvoir derrière ça qui peut établir. Puis le sujet, ça va être la faillite d'entreprise. Comment naviguer? Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Fait que nous allons aller dans le monde de Willy Wonka. I love it. Dans le monde du chocolat avec Juliette et Chocolat. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Dernièrement, tu fais la une de les affaires au Québec. Le sujet c'est sorti aussi d'autres entrepreneurs. On partageait leur opinion, on pourra en parler après. Ça va être drôle. Mais merci. Puis regarde, pour te donner une introduction, parce qu'on s'est échangé super vite, puis c'est super cool que tu as accepté de venir. Tu sais, ici, quand on a lancé le podcast, on voulait promouvoir les entrepreneurs. C'était ça ma solution au début de la COVID. Je suis un marketeur. Marketeur crée des relations, crée la promotion, fait des trucs. Comme, qu'est-ce que je pourrais faire pour commencer, tu sais, vraiment aider les entrepreneurs locaux au Québec? On a décidé de faire un podcast. C'est allé sur le branding, c'est très facile, Yellow Sea Podcast. Ça sonne bien en anglais. Français, c'était pas trop cool. Hard. Fauteuil jaune. Je trouvais pas le branding derrière ça. Là. Fauteuil jaune, balado. Comment? Mais rien à la langue française. Regarde, on respecte ça. C'est juste question de branding. Mais encore là, puis un sujet depuis 3 ans, là, qu'on n'a jamais abordé, mais je trouve qu'il était super important. C'est justement ça, parce que je trouve que les écoles n'en parlent pas assez non plus. Je viens de l'université, ils n'en parlent pas de la faillite ou sinon comment se protéger des créanciers. Quand tu es rendu à cette étape-là, tu vas pouvoir m'éduquer beaucoup parce que je voudrais savoir c'est quoi les étapes exactement. C'est quand tu regardes le bill et tu es comme « Ah! C'est moi appeler le comptable et l'avocat. » Ça se fait exactement comme ça, mais je comprends que tu te poses des questions parce que je pense que pour beaucoup, c'est encore très, très flou. Tu sais, quand on parle de faillite, il y a tellement de cas de figure que je pense que il y a beaucoup d'éducation à faire à ce sujet-là. Ouais. Non, exactement. Puis, regarde, avant qu'on rentre dans la découverte, parce qu'on va découvrir le chocolat avant tout. T'as-tu soif? Oui. Regarde, c'est pour ça que je t'invite à du Mind Fuel. Regarde, ça, c'est une nouvelle marque qu'on vient de découvrir. Encore là, comme je te dis, on est ici pour promouvoir les entrepreneurs locaux. Puis, j'aime trouver des marques qui vont avec notre personnalité. Ici, regarde, Mind Fuel Premium Water. Yeah. C'est fait québécois. Make the difference. Make the difference. For your body, for the planet, and for the mind. Very cool. C'est fait au Québec, encore là. J'adore le branding. Yeah. Le beau branding noir, doré. Yeah. Et là, j'ai eu la chance de parler justement avec l'entrepreneur, le cerveau derrière ça, Yann Sévigny. Gros shout-out. Puis, c'est intéressant l'image derrière ça. Fait que je t'invite à déguster. Je déguste. Exactement. C'est de l'eau, regarde. Du monde m'a dit, c'est-tu pétillant? Je suis comme, c'est pas pétillant. Regarde, c'est pas pétillant. C'est de l'eau plate. Ouais. Mais pas plate. Mais premium, là. Ouais, de l'eau plate, mais pas plate, premium. Ouais. Puis Okay. aussi, c'est servi dans une canette froide. Fait que tu peux imaginer à peu près. Oui, dans la main, c'est très agréable. It's very nice. Okay, so this is supposed to be an experience. Puis moi, j'ai soif depuis genre 1 heure. Je t'attends depuis tantôt. Là, puis donc, on y va ensemble. Vas-y. Cheers. Chin. Cheers au Mind Fuel. Tastes like water. Tastes like premium water. No, it tastes good. It's fresh. It's really fresh. Well, Pendant un moment, il y a eu un concept, je ne sais pas si tu l'as vu, sur la rue Saint-Laurent. C'était un bar à eau. And you can get all sorts of waters. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que there was literally toutes les bouteilles d'eau possibles et imaginables partout, qu'on trouve partout dans le monde, pas juste les québécoises. And I was like, wow, it's crazy. It's a real market. It's a real market. Water is a real market. It is a real. Parce que j'ai parlé à une couple de personnes qui ont eu ça, puis il y en a un de mes derniers invités qui est le premier qui a goûté.
C'était Julien Bournival, puis il a dit « Moi, je bois pas d'autres bouteilles ou de tap water. » Fait que je venais de la recevoir, je n'avais même pas goûté. Puis je dis « Tu veux essayer quelque chose? » Puis, gars, moi, ça me laissait, gars, la première canette, j'ai remarqué que c'est de l'eau, whatever. C'est peut-être une semaine plus tard que j'ai commencé comme... Hey, on goûte les minéraux. On goûte les minéraux. Il n'y a pas de fluoride aussi. Yeah, you can definitely taste the difference. Comparé à mon tap water que j'avais dans la bouteille, là. Ben justement, c'est ça, j'allais dire, prends une gorgée de ça, puis après... I have like the cheap kind in my bottle. Tap water. Là, on voit la différence. Fait que, regarde, on encourage les entrepreneurs locaux, puis encore là, c'est des marques qui vont aussi avec le branding. Qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, qu'est-ce qu'on représente? Fait que je trouve que c'est vraiment la clarité, l'eau, la sagesse, le premium derrière ça. Yeah, I love it. Il faut être bougie, regarde. Yeah. This is bougie water, in other words. So, où est-ce qu'on peut se la procurer, cette eau-là? Une bonne question. Allez sur le site web parce que les lieux de vente, je pense qu'on commence à sortir. Ça commence, c'est tout neuf. Ça commence, oui. Ah. C'est fresh out the box. OK. On a de la chance. J'en ai vu dans un terrain de golf. OK. Fait que tu peux voir aussi l'audience. Bah oui, ça marche. Ça marche avec la clientèle. On pourrait amener ça, genre, c'est les concessionnaires de luxe aussi, peut-être. Ah oui, c'est clair. Ça pourrait marcher. Yeah, for sure. On va les suivre. Tu vois? Suivons-le, guys, merci. Fait que toi, tu es une passionnée de chocolat. Regarde ma première question pour toi quand on parle de chocolat. Chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir? Moi, I don't discriminate. Tous les chocolats sont bons. Et ça dépend de l'application. Really, je veux dire, un chocolat noir, moi, tu vois, par exemple, si je vais manger un chocolat tout seul, juste un carré de chocolat, tu sais, de faire fondre sur ma langue, pour moi, c'est vraiment du chocolat noir. Ah. J'aime ça, naturel, très simple, pas trop sucré. Really, combien de pourcentage à peu près de cacao? Moi, je ne vais pas dans du très, très haut, là, 70%, 75%. Moi, mais tu sais, ça dépend encore du chocolat. Tu as tellement de différents types. Tu peux avoir 10 tablettes de chocolat à 70%, puis aucune ne va avoir la même amertume, le même taux de sucre. Tu sais, donc, le goût va être complètement différent. So, déjà là, de dire que tu aimes que le 70%, non, ça m'est arrivé de manger du chocolat à 95%, puis il était encore très doux en bouche et pas trop amer. Tu sais, ça dépend du chocolat. Ça doit être une bonne qualité, là. Oui, bah c'est ça, oui, mais pas forcément. I mean, ça dépend juste de la fève du cacao, etc. Okay. Mais si jamais je veux, par exemple, l'associer avec des noisettes, pour moi, la combinaison chocolat au lait noisettes, like, it's the best combination. Je ne retrouve pas le même plaisir avec du chocolat noir. Donc, tu vois, si jamais je voulais avoir cette combinaison-là, j'irais plus avec du chocolat au lait. Puis le chocolat blanc, tu vois, moi, j'utilise plus dans des recettes où je veux venir casser un peu le sucre, peut-être en ajoutant un fruit. Donc, par exemple, une framboise qui est un peu plus acidulée ou du citron, tu vois. Donc, ça va venir apporter cette balance entre le très sucré du chocolat blanc et très crémeux et un peu gras du chocolat blanc avec quelque chose de plus frais, comme un fruit qui va venir couper un peu, tu vois. Fait qu'un chocolat blanc, c'est juste plus crémeux. Le chocolat blanc, c'est juste du beurre de cacao avec du lait et du sucre. OK. Il n'y a pas de cacao. Ce qui donne la couleur au chocolat, c'est le cacao. Donc, si tu enlèves le cacao, tu gardes juste le beurre de cacao, ça garde la couleur du beurre, donc un peu jaune, et le sucre et la crème. Puis ça te fait ton chocolat blanc. Là, on vient apprendre comment on fait du chocolat blanc. Voilà. Puis je dois dire quelque chose, j'aime pas le chocolat blanc. Eh ben, je vais t'en faire goûter un, moi, un jour, tu verras. J'aurais dû t'amener du... Je suis désolée, je n'ai pas pensé. I'm so sorry. On la prochaine fois. Next time. Mais je te promets que moi, je ne suis pas chocolat blanc. I rarely eat it. I don't like it. Je suis comme, moi, ça mais je vais te faire goûter des recettes avec du chocolat blanc, you'll be, like... converti. Genre le Hershey chocolat blanc. Non, mais c'est pas du chocolat blanc. C'est pas du chocolat blanc. Lui, quand je le vois, moi, je sais que... Tu vas voir, je te dis, moi, j'ai converti des gens au chocolat et they're like, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu manger du chocolat blanc. Mais chocolat noir, 70% avec des amandes grillées. Très bon. That's my best. Delicious. So if you want to get to my heart. Ah bon, alors, je le saurai. J'aurais dû demander avant de venir. Tu vois, bon, prochaine fois. Regarde, on va se reprendre pour le part 2. OK, en plus, connaisseur du chocolat, fait que toi, tu fais du chocolat. Oui, ben, en fait, moi, maintenant, je ne fais plus, moi, personnellement, de chocolat. J'ai des équipes qui faisaient le chocolat, mais je sais travailler le chocolat. J'ai appris à travailler le chocolat. Mais qu'est-ce que tu adorais du chocolat? C'était genre vraiment, qu'est-ce que ça représentait, le goût ou peut-être même le faire, ou peut-être la recette qui vient après? J'ai été élevée avec du chocolat. Moi, on est une famille de chocophiles, donc on avait toujours du chocolat à la maison. J'ai beaucoup voyagé. Puis, étonnamment, le chocolat était très répandu en France. C'était un produit qu'on pouvait trouver facilement un peu n'importe où. Mais dans les pays où j'ai voyagé, ce n'était pas forcément une commodité qui était facile à se procurer. Donc, nous, quand on voyage, comme on voyageait beaucoup, puis qu'on était souvent à l'étranger, on vivait à l'étranger, à chaque fois qu'on rentrait en France en été, on ramenait dans nos valises du chocolat pour en avoir pour l'année. Parce que sinon, on n'en avait pas facilement ou à des prix très, très chers, parce que c'était importé, etc. Et donc,
j'ai toujours fini mes repas avec du chocolat. J'ai toujours, tu sais, le chocolat faisait partie de comme mon éducation. Mais ça, c'est-tu culturel ou c'était plus genre traditionnel? Les Français, jusqu'à récemment, là, on s'est fait détrôner, mais jusqu'à récemment, on était parmi les plus gros mangeurs de chocolat au monde. Ben, c'est ça, je me dis, moi, dans ma tête, j'ai la France, la Suisse. Ouais, c'est ça. Ben, on faisait partie. Maintenant, on s'est fait, comme je te dis, le chocolat, c'est vrai, il y a eu une vague d'amour pour le chocolat, et puis tout le monde en mange. Maintenant, en Asie, on mangeait pas du tout de chocolat, et puis maintenant, ça fait partie. Les Asiatiques ont vraiment pris une grosse part du marché. Donc oui, le chocolat, les Français, je pense que ça fait très longtemps qu'on travaille le chocolat, depuis l'époque des rois de France. Quand on est parti, puis qu'on allait chercher la canne à sucre et qu'on l'a combiné avec le cacao, puis que, tu sais, donc ça fait longtemps, là, ça fait partie de l'histoire de la France. Ouais, ouf. Trouves-tu que le Québec, c'est son chocolat aussi? Je trouve que regarde, ça, je trouve ça exceptionnel que je voudrais partager avec toi, parce que je trouve que, tu sais, vraiment, je suis un gars de marketing, j'essaie de voir vraiment, OK, quand on développe un marché, on voit vraiment si ça répond. Trouves-tu que le Québec, son chocolat, on dirait que moi, dans ma tête, le Québécois, je le trouve pas... Je le trouve, genre, sweet sur un côté plus crème glacée, mais on dirait que le chocolat, c'est comme quelque chose... une palette qui vient pas vraiment avec la culture. Ben, en tout contrairement à la France, on dit. Ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai commencé Juliette Chocolat, il y a 20 ans, OK, je n'aurais jamais pensé, dans mon plan d'affaires, là, tu marques les obstacles que tu penses que tu vas peut-être avoir, etc. Je n'ai même pas marqué dans mon plan d'affaires que j'aurais du mal à m'approvisionner en chocolat. Quand j'ai ouvert mon premier Juliette Chocolat, j'appelle mes fournisseurs pour commander du chocolat, puis on me dit... C'était ici local? Oui, on me dit, il y en a... Enfin, voilà, on te propose du Hershey's, on te propose du base, Baker's, des trucs comme ça. I'm like, non, mais I want du chocolat de couverture, du vrai chocolat. Ah, mais non, mais ça, on n'en a pas dans les quantités que vous voulez, etc. Donc, ça a été mon premier hurdle quand j'ai ouvert Juliette Chocolat. Puis, je me suis dit, OK, comment je vais faire? Genre, c'est ma matière première, je m'appelle Juliette Chocolat, j'ai pas de chocolat. So, j'ai dû mettre de l'argent, genre, en fait, payer mon fournisseur pour qu'il tienne du chocolat pour moi. Donc, il a importé du chocolat pour moi. Puis, j'ai dû le payer en avance pour m'assurer que j'écoule mon chocolat parce qu'il ne me connaissait pas et que c'était un risque pour lui. Donc, j'ai dû comme vraiment avancer l'argent en me disant, oh, écoute, ça a intérêt à marcher, j'ai du chocolat, que sinon, j'en ai pas du chocolat si j'avance pas l'argent. Et de toute façon, je ne suis pas si fou que ça à dire que peut-être dans ce temps-là, ça a eu 20 ans. Je pense qu'il y a eu vraiment une évolution. Maintenant, il y a eu une évolution. Maintenant, c'est fou comme le marché a évolué. Il y a des compagnies qui font vraiment du bean to bar, donc qui achètent les fèves de cacao puis qui font leur propre tablette de chocolat, qui font leur propre chocolat. Il y a eu une vraie évolution du marché chocolaté. Puis maintenant, je pense qu'on peut dire que les Québécois sont des vrais mangeurs de chocolat. Mais à l'époque, quand on a commencé, c'était vraiment pas encore dans les habitudes culinaires. OK, je ne suis pas si fou que ça d'abord. Mais je me comprends d'abord. On dirait que je le vois exactement. Genre. OK. Fait que là, ça fait 20 ans que tu as commencé. Ta première shop, c'était sur Saint-Catherine? Saint-Denis, c'était mon premier. En face du théâtre. Puis dans le temps, c'était-tu Saint-Denis, était quand même hype? Oui. Mais... Ben moi, honnêtement, j'allais à McGill. Puis Saint-Denis, c'était notre destination. On allait toujours au bar Saint-Sulpice. C'était vraiment notre destination. So, je m'étais toujours dit, si j'ouvre, je vais ouvrir sur Saint-Denis. C'est quartier latin, Saint-Denis, c'était mon objectif. C'est ça ce que j'avais en tête. Je cherchais quand même plus large que juste Saint-Denis, mais dans ma tête, je me disais, c'est là où je veux ouvrir. Puis écoute, j'ai trouvé mon local après plusieurs semaines de recherche, etc. J'ai trouvé mon local sur Saint-Denis, en plein centre du quartier latin. Yeah, it was destiny. Puis c'était comment, genre, la réception? OK, là, tu es à l'université, là, tu te lances en business. Puis là, j'imagine que tu connais aussi quand même le quartier, le coin, tu sais. Il y a une façon de promouvoir. Tu sais, puis on parle de 20 ans, il n'y avait pas de médias sociaux, là. Très peu. C'était encore assez... C'est Google Ads dans les premiers, début, Facebook 2004 à peu près, le temps que ça... Toi, c'était en 2003 que tu as commencé? 2003, oui. So, non, c'était vraiment du bouche à oreille. Nous, le marketing, là, ça a été... C'était, listen, we make the best product and people will come to us. Et c'était quoi dans le temps que tu avais comme chocolat? Nous, au départ, Juliette Chocolat, tu sais, je voulais vraiment les chocolats chauds. Moi, c'était mon objectif. Parce qu'à l'époque où j'ai ouvert Juliette Chocolat, les coffee shops ou les cafés étaient vraiment à la mode. Il y en avait partout qui popaient partout. Puis, tu sais, les grosses marques commençaient vraiment à prendre de la place. Il y avait les Starbucks, il y avait les Second Cup, le Café Dépôt, like, name it. Il y en avait, tu sais, les Deux Maries. Enfin, il y en avait beaucoup, là, tu sais, partout. De tous les coins de rue, tu avais des petits cafés qui ouvraient de partout. Puis les étudiants étudiaient dans les cafés. Puis moi, tu sais, j'étais étudiante avant d'ouvrir Juliette Chocolat. So je me disais, c'est fou. Like, there's definitely a market. Sauf que moi, je ne bois pas de café. Moi, je ne bois pas de café, je ne bois pas de thé. Donc, quand je vais dans un coffee shop, je demande quoi? Un chocolat chaud, de l'eau premium
ou, mais ça n'existait pas encore, ou je prends genre un chocolat chaud. Mais quand je demandais des chocolats chauds, on me donnait du lait avec un peu de poudre sucrée dedans. Et puis, parfois, quelques guimauves si jamais j'avais été sage. Like, honestly, c'était dégueulasse. Moi qui aime le vrai chocolat chaud, I was like, OK, this is not hot chocolate. Tu sais, au Québec, il fait froid, genre, 6 à 8 mois de l'année. Genre, tu sais, genre... En tout cas, c'est vraiment le genre de climat où le chocolat chaud pourrait vraiment bien être... pourrait régner. Yeah. Fait que tu as trouvé sa place. Oui. Donc, moi, mon idée, c'était, OK, Starbucks, t'as fait pour le café, let's do it for the hot chocolates. Donc, tu sais, offrons des chocolats chauds de la même manière que Starbucks, avec de la crème fouettée, avec différents types de chocolat, avec des saveurs, avec, you know, like, how can we make, like, une espèce de carte de chocolat chaud où, genre, toutes les personnes qui aiment le chocolat vont pouvoir trouver leur plaisir quelque part dans une de ces boissons-là, you know? Puis là, j'imagine que, regarde, si tu t'es rendu à 20 ans, tu dois avoir connu un succès dans les premières années. Mais est-ce que tu as commencé à avoir vraiment une rentabilité dès le début? Non. Ou combien de temps ça a pris? Des années, genre 4-5 ans? Ça a pris un bon 2 ans. 2 ans? Il y a 2 ans où c'était vraiment genre, à chaque fois que j'arrivais au payroll, I was like, OK, j'ai combien d'argent? OK, c'est bon, OK. You know, like, quand je payais mes fournisseurs, c'était comme... Flush. Je me suis pas payée pendant 2 ans. T'sais, pendant 2 ans, j'étais comme sur mes cartes de crédit, je faisais du service, j'avais un peu de pourboire, like, je vivais sur, genre, pas grand-chose. D'amour et d'eau fraîche. Pas de premium water, for sure. Yeah, no premium tap water all day. Puis là, tu avais combien d'employés? Quand j'ai commencé, j'avais 7 employés. Quand même, t'es parti big. Là, mais là, OK, ça, c'est quelque chose que... Fait que là, genre, on s'entend que tu dois être créatif d'une certaine façon pour vraiment aller dans l'alimentation, surtout dans la restauration, des trucs comme ça. Puis t'aller dans une niche. Fait que la créativité, pour toi, c'est une priorité? Ça fait partie de nos valeurs chez Jet Chocolat. Moi, j'ai dit, tu sais, le monde est assez grand pour tout le monde, mais tout le monde doit être unique. T'sais, il faut que tu sortes du lot. Tu peux pas faire la même... C'est un peu ce que je trouve dommage dans la compétition, c'est quand il y a des copycats qui font exactement pareil que les autres entreprises. Like, je pense que chaque entreprise peut avoir sa propre marque, son propre, sa manière de se démarquer de la compétition. Puis moi, j'ai toujours dit, si ça a été fait ailleurs, on ne le fait pas chez Jet Chocolat. Ça ne veut pas dire qu'on réinvente la roue. Il y a des produits qui sont des produits phares. Mais comment on ajoute notre twist à nous? Comment on ajoute notre touche Juliette Chocolat pour que quand les gens viennent chez nous, tu prends une photo, you take a snapshot, and people go, ça, c'est Juliette Chocolat. J'ai même pas besoin d'avoir le logo dessus, I just know it. C'est quoi ta touche? C'est la créativité. Donc, c'est d'apporter genre de la magie dans le produit, dans l'expérience que la personne vient. Pas juste d'offrir le produit sur une assiette. Genre, how do you create a moment derrière le produit aussi. Puis, derrière toute cette, regarde, derrière toute la créativité, boum, tu as réussi à implanter ton système. Ensuite de ça, tu as eu des employés. Mais là, tu commences à prendre un chapeau plus gestionnaire. Ouais. T'avais-tu toujours la même créativité derrière? Oui. Parce que là, maintenant, il faut que tu gères du monde, pas plus genre... En fait, j'ai géré du monde dès le départ parce que j'étais déjà... je gérais mon équipe, je m'occupais des embauches, je m'occupais des horaires, je m'occupais de passer les commandes. Donc, je faisais de la gestion, mais juste d'un seul restaurant. Mais c'est sûr qu'en grandissant, tu dois plus juste former des chapeaux rouges, comme je les appelle chez Juliette Chocolat, des employés, mais je dois former des gestionnaires qui doivent travailler à ma manière. Donc, ça veut dire que je continue à gérer, mais je ne gère plus le même type de personnes. C'est des personnes qui ont d'autres personnes à charge. Donc, je dois commencer à leur enseigner, comment est-ce que tu gères de l'humain dans ton quotidien. Moi, je sais gérer de l'humain, mais je ne sais pas si ma personne qui sait passer une commande, elle sait bien gérer de l'humain. Ouais. Puis, pour moi, la clé du succès, j'ai toujours dit, c'est pas tant le produit que tu offres, mais les personnes qui t'entourent. 100% d'accord. Donc, c'est sûr que le produit, ça, je peux continuer à le gérer. Je suis hyper créative. Puis, je te dis, j'ai 100 000 idées à la minute. So, c'est même de tame les idées pour pas genre t'éparpiller dans tous les sens. Mais le plus dur, c'est de t'assurer que ton équipe derrière toi, elle est vraiment derrière toi puis elle te supporte dans ton travail. Surtout quand tu grandis. Quand tu grandis, je suis plus capable de faire mon travail toute seule. Je dépends de mes équipes. Ouais, so, I better make sure they're happy puis qu'ils aient envie de me suivre. Puis là, après combien de temps tu as ouvert te penser à la franchise? En soi, est-ce que c'était des succursales ou des franchises? Moi, c'était pas des franchises. Moi, c'était des corpos. Donc, moi, j'ai ouvert chaque succursale avec nos propres fonds. Donc, l'argent qu'on faisait avec une succursale, on mettait de côté. Quand on avait assez, on ouvrait une nouvelle succursale. Quand on avait assez, on ouvrait une nouvelle succursale. Donc, on a toujours réinvesti nos propres capitaux dans l'entreprise. Jamais vraiment endetté, très peu en tout cas.
parfois pour l'achat d'équipement, mais tu sais, c'est... Juste cash flow, juste immobilier. Puis... Really, tu sais, moi, j'ai étudié en finance, donc j'ai toujours été très précautionneuse dans mes dépenses. J'ai jamais dépensé plus que ce que j'avais besoin, tu sais, je veux dire, de mon éducation et de la manière dont mes parents m'ont élevée aussi. Je savais que le cash flow était super important dans une entreprise. Donc, pour moi, tu sais, oui, c'était de m'assurer que même si je peux dépenser plus, pourquoi dépenser plus si je peux le faire avec, le budget que j'ai maintenant? Ouais. J'ai toujours été très précautionneuse. Donc, la croissance s'est faite de manière très organique. Puis toujours, comme je te dis, en sachant que j'avais assez de cash pour être capable d'alimenter cette croissance-là. Tu sais. Pas d'aller m'endetter de manière excessive. Ouais. Tu vois. Mais est-ce que, mettons, là, tu t'es rendu à 10 succursales? Oui. 100% de succursales, juste une franchise? Une franchise. On a ouvert notre première franchise pendant la pandémie. Ah. Puis honnêtement, j'avais jamais rayé l'idée d'avoir une franchise. Tu sais, je me disais, why not? Mais je dois trouver des gens. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de passionné, j'aime mon produit, j'aime le brand qu'on a construit. Puis moi, je disais toujours, tu sais, je le fais pas pour l'argent. Évidemment que business, you're in business to make money. Mais mon objectif primaire, c'était pas de faire de l'argent à tout prix. Tu sais. Mon objectif, c'est if we could make money from a project génial, mais avant, it needs to sit right with me. Tu sais. J'ai besoin de m'assurer que je suis confortable avec la décision qu'on a prise et que cette personne-là, elle va aller dans le même sens que nous. De la même manière que mes équipes, tu sais, c'est comme chaque personne qui intègre mon équipe, j'ai besoin de savoir que cette personne-là, elle est complètement ancrée dans nos valeurs, tu sais, qu'elle va avoir la même vision que nous de la croissance, qu'elle va, tu sais, que ce soit quelqu'un qui nous aide à aller de l'avant plutôt que quelqu'un qui nous freine dans notre non, c'est ça, 100%. Mais non, regarde, ça, on le vit aussi, tu sais, puis on apprend aussi. Tu sais, nous autres aussi, moi, c'est ma deuxième business que je gère conjointement avec l'agence. Fait une maison de production qui travaille avec une agence de marketing. Tu sais, lui, il a sa business photographie. Fait que, on a des business qui sont tous conjoints, qui se relient dans ce cercle-là, dans cet écosystème d'entreprise. Puis je remarque exactement les personnes à qui tu dois t'entourer autour, là, comme... Du moment qu'il y a quelqu'un qui peut être toxique, il faut que tu gères ça. Ouais. Puis, toi, c'était quoi le maximum d'employés que tu as eu? 350. Quand même, hein? Combien de gestionnaires? Genre? Mais là, tu as une structure, genre directeur? 35. Oui, j'avais un directeur des opérations. T'avais-tu des VP ou tu sentais? Bah, oui, je travaille avec mon mari maintenant, donc lui était VP. Moi, présidente, j'avais ma directrice des opérations, j'avais mes directeurs de district, puis j'avais mes gestionnaires, Mm-hmm. puis après mes assistants. Ça, il y avait vraiment comme... OK, ouais. Il y a la structure. OK, c'est bon. Ouais. Tu travailles avec ton mari, c'était comment ça, avoir ton... Est-ce que lui, dans quel... OK, ça fait combien de temps tu es avec? Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. OK, fait que la business, lui, il t'a supporté, il dit, vas-y. Lui, en fait, au départ, il n'a pas embarqué tout de suite. Mais un business, tu le sais, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tu mets beaucoup de cœur. I mean, it's basically 24/7. Il n'y a jamais un moment où tu dis, OK, ça y est, I'm off. En tout cas, j'admire ceux qui sont capables de le faire. Moi, ce n'était pas mon cas. Surtout en restauration, on est ouvert 7 jours sur 7. Les week-ends, les jours fériés. I mean, en gros, on fonctionne sur les horaires. Enfin, on fonctionne tous les jours. Ouais. Il n'y a pas de coupure. Donc, tu sais, mon mari m'a dit, OK, si je veux te voir, si je veux avoir comme un lien avec toi, il faut qu'on travaille ensemble parce que sinon, on sera tellement déconnectés que ça ne va juste pas fonctionner. Okay. So, il a embarqué dans le projet, je te dirais, peut-être 1 an après le lancement de la première succursale. Il a dit, OK, j'embarque avec toi. Ah ouais, dès le début? Yeah. OK, nice. Yeah. So, ça a l'air de fonctionner. Félicitations aussi pour Regarde, parce que là, c'est gérer une business, mais c'est gérer une relation aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très... Regarde, tu vois, t'as beaucoup de sujets que, genre, ça pourrait être discuté, tu sais, vraiment des cours d'université, de comment une business ça fonctionne en 2023 quand tu es un entrepreneur, on va dire. Ça, c'est vraiment le fad en ce moment. Parce que là, tu es encore dans la même relation. Puis là, tu étais la femme aussi dans le leadership. C'était toi qui sortais. Lui, c'est quoi son background? Alors, lui, c'est drôle, il est graphic designer et dans tout ce qui est audiovisuel. OK, nice, du branding. Ouais. So, on se complète bien. Not bad. Yeah, so on se marche pas sur les pieds. On fait pas du tout le même travail, ce qui fait que c'est agréable. Le mic?
Ouais, rapproche un peu le mic. Ouais, parfait. OK. Puis lui, c'était... Lui, il sentait-tu, tu sais, genre son côté, genre, manly, tu sais, que sa femme soit vraiment dans le leadership. Puis lui, il voyait son rôle, tu sais. Est-ce qu'il y avait déjà peut-être un certain plan que lui voulait exécuter, qu'il voulait peut-être vivre? C'est un travail d'équipe, tu sais. Ça a toujours été, que ce soit mon mari ou le reste de mon équipe, ça a toujours été une gestion participative. Tout le monde travaille ensemble. Et il faut que tout le monde travaille ensemble si tu veux que les gens soient investis. Tu sais. Tu peux pas juste dire aux gens, hey, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. You know, my way or no way. Non. Tu sais, c'est comme, on travaille ensemble, vous m'aidez à grandir, puis par respect envers vous, je veux m'assurer que dans les décisions qu'on prend, on les prend collectivement pour s'assurer qu'on soit tous d'accord. Tu sais, évidemment que je suis la personne à trancher à la fin. Tu sais, si on ne s'entend pas tous sur une décision, je vais dire, OK, guys, là, il faut qu'on prenne une décision, so it's going to be this. Mais on a pris les pour et les contre, on en a parlé ensemble, on a réfléchi vraiment à tous les côtés positifs et moins positifs de la décision. Puis la décision, elle est faite de manière collective et réfléchie. Donc, il y a toujours, si vous avez toujours eu cette cohésion ensemble, de travailler ensemble puis trouver votre espace, puis je trouve ça quand même fantastique. T'sais, parce que des fois, tu peux voir que certaines personnes, quand deux personnalités aussi sont dans un couple, des fois, c'est qui fait quoi? C'est qui est dominant. Veut pas, il faut toujours qu'il y ait. Tu peux pas avoir de dominateur vraiment dans un couple, selon moi. Non. Ça va juste faire genre des flamèches. Il faut qu'au moins quelqu'un puisse accepter que quelqu'un va avoir le leadership et l'autre, tu me suis. C'est dans le respect, de toute façon. Exactement. Dans une relation, ça doit être dans le respect. So, comme je te dis, il faut en discuter. Puis, c'est pas tant les titres. Like, les décisions, on les a toujours prises ensemble. OK, est-ce qu'on est d'accord qu'on va dans cette direction-là? Are we comfortable with this? C'est sûr qu'en plus, on n'a pas du tout la même personnalité. Je suis beaucoup plus fonceuse. Lui est beaucoup plus conservateur. Il aime s'assurer que les choses fonctionnent. C'est peut-être bon. Ça, so it's a good match. It's a very good match. I find that good. Yeah. Oui, parce que moi, parfois, il me met un petit peu le frein. Je me dis, OK, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Est-ce qu'il est plus rationnel? On n'a pas la même... Parce que, je pense que... je dirais que tu es 100% rationnel parce que tu as réussi à bâtir vraiment ce que tu as bâti. Mais il doit y avoir peut-être parfois des folies qui doivent se dire ça comme « Ah, on fait ça? » Parce que ça a l'air très créatif aussi. C'est très drôle parce que lui, c'est un artiste au départ. Je veux dire, graphic designer. Il a toujours été... à la maison, sans parler du travail, c'est un artiste. 100% un artiste, il est capable de tout faire avec ses mains, dis-lui ce que tu veux faire, il va le faire, it's amazing. Mais au travail, et moi, je suis celle qui, comme, je gère les finances, bon. Au travail, on s'est interverti ces rôles-là. Je suis le côté très créatif au travail, toutes les recettes, toutes les idées, les nouvelles collections, etc., c'est vraiment moi. Et lui a le côté très carré, très cartésien. C'est assez surprenant, en fait, parce qu'on a interverti nos rôles. Regarde, un autre sujet que tu as abordé tantôt aussi, que je trouve encore là, ça serait tellement des discussions qu'il y a beaucoup de curiosité quand je vois l'audience Yellow Seat. On me pose des questions des fois, certaines choses, puis je trouve que tu vas ouvrir des trucs assez intéressants. OK, fait que tu es une femme, tu es vraiment quand même dans une bonne position, tu es vraiment le leadership, tu as des business, entrepreneuriat, tu peux être classifié #boss lady. Mais tu as eu 5 enfants, tu disais. Oui. Back to back. Puis ça, je pense, une grande question des femmes qui veulent être entrepreneurs, comment ça va jouer, vraiment, exactement, bâtir une famille derrière ça. Tu es allé back-to-back justement parce que tu t'es dit, regarde, il faut que je le fasse maintenant, le plus vite possible. Honestly, je te dirais, je pense que moi, je me suis toujours dit, comme dans tout, comme dans mon business, comme à la maison, j'ai toujours dit, on en fait un, on voit comment ça se passe, si on est confortable, on continue. You know, je suis pas une masochiste, là, je cherche pas. Et chaque enfant est différent. So, tu vois la dynamique de la famille, tu vois comment ça se passe, tu vois ce que tu es capable de prendre. So, j'irai jamais dire à quelqu'un, hey, you can do more. You know, une femme avec un enfant va me dire, I'm swamped, so they don't have any more, just enjoy that one. Mais si jamais tu sens que tu aimes ça, que tu es capable d'en prendre plus, que ton partenaire te soutient, you know, la dynamique à la maison est complètement différente, why not, you know? So I think il y a plein de facteurs à prendre en considération. Mais pour nous, j'ai toujours dit que je voulais avoir une grande famille quand même. J'aime être entourée. Et c'est ça la base. It felt right. It's my womb.
I take the decision. Ouais. ouais. C'était quand même un team effort. Mais bon, oui. Au bout de la ligne, c'est quand même la femme qui porte le bébé pendant 9 mois. Justement, OK, mais quand tu as accouché, là, les business, ils roulent. J'ai pris 0 congé maternité. J'en doute pas. Aucun. Pour aucun. Ça a probablement été une des choses les plus difficiles. Parce que, tu sais, c'est comme you feel like... Je sais pas, ton corps change. T'as ce petit bébé dans les bras. Les hormones. And you're like, genre, je vais laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Like, c'est qui s'occupait, tes parents? Je suis allée Non, j'ai mis en garderie. Moi, écoute, dès qu'il y avait de la place, mon enfant le plus jeune, à 3 mois, tu sais, il était en garderie. Genre, ça m'a tiraillé. Genre, c'était horrible. C'était horrible de me dire. 3 mois à la garderie. Wow. 3 mois à la garderie. That was hard. Honnêtement, tu sais, parce que je te dis, mais tu te remets en question, quoi. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que, tu sais, je devrais pas être en train de m'occuper de mes enfants plutôt que... Mais, tu sais, honnêtement, aujourd'hui, je vois mes enfants, ils sont hyper équilibrés. Tu sais, they're very good at socializing. Tu sais, donc... je veux dire... Et back-to-back aussi, fait que, ils ont toujours eu, quand ma mère n'est pas là, mais genre, j'ai mes frères. Ouais. Puis, tu sais, on essaie quand même de combiner les deux dans le sens où, tu sais, je ne fais pas des enfants pour les faire regarder par quelqu'un d'autre. Tu sais, on a toujours dit, on s'en occupe nous. Donc, c'était soit mon mari qui était là, soit moi. Tu sais, on s'assure quand même d'être présent. Mais c'est sûr qu'ils ont un peu suivi notre rythme. Il y a des fois où les enfants, on part au travail et on rentre, et puis vous allez manger chez Jet Chocolat. Et puis, pour certaines personnes, vu de l'extérieur, je pense que they were like, oh my God, this is crazy house. Like, parce que je te dis, mes enfants, ils ne se couchaient pas tous les jours à la même heure. Mais en même temps, ça fait que c'est des enfants qui sont très aptes à s'adapter. Ils s'adaptent très rapidement à une situation. Ouais. C'est quoi, genre, c'est quoi la goffée, le ratio? J'ai 3 filles, 2 garçons. OK. Ouais. J'aurais pensé 5 filles aussi. Tu sais, pour ton mari, 6 femmes là, dans la maison. Là. Ça, c'est tough. Ouais, ou sinon, regarde, 6 hommes aussi. Là, oui. Ça, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est tough. Non, nous, on a le mélange des deux, ce qui fait qu'il y a un bel équilibre. Okay. Il y a un bel équilibre, oui. OK, intéressant. Mais est-ce que vous avez été... Ils ont quel âge comme ça, genre du plus vieux au plus jeune, juste pour avoir une idée? Mon plus jeune, maintenant, a 6 ans. Ma plus âgée a 16 ans. Donc, il y a 2 ans d'écart entre chaque. Fait qu'au moins, tu as une grande maintenant qui peut surveiller la troupe. Ouais. Ça, j'ai plus de problème de ce côté-là. Mais bon, comme je te dis, j'essaie de ne pas en abuser non plus. Fait que c'était elle, genre, le numéro 1, c'est la cobaye. Ouais. Ouais. Elle a tout vu. OK. Elle a tout vu. Est-ce qu'elle est comme toi? Est-ce qu'elle est exactement... Non, on est un peu différentes, mais et c'est étonnant parce que même père, même mère, mais tous mes enfants sont complètement différents. Et je pourrais pas dire qu'il y en a un qui nous ressemble. T'sais, ils ont tous des traits de caractère qui nous ressemblent, mais genre, tu sais, on a tous quand même une personnalité assez différente. So it's a good... ça crée des belles soirées mouvementées. J'en doute pas. Ben, regarde, moi aussi, je pense que j'ai toujours voulu avoir cette vision d'avoir une grande famille. Puis moi, j'ai lancé à ma femme comme ça 5 enfants. Là, comme, et négocier, genre, dit 3, peut-être, si on a du succès. J'en ai une en ce moment. Là, puis tu vois, c'est une expérience comme entrepreneur. Parce que je me pose des questions, justement. Je pose la question parce que, tu sais, c'est quoi, genre, un père entrepreneur, mais avec des enfants. Puis l'affaire, j'en fais beaucoup à la maison aussi parce qu'elle travaille, elle est plus corpo. Moi, je suis plus flexible. J'ai 2 business. Là, mais je peux aller la porter à la galerie. Fait que, toute une dynamique. Moi, je me questionne d'autres personnes. Comment vous faites? C'est quoi la dynamique derrière ça? Parce que c'est quelque chose de spécial. Genre, ton temps libre, si tu en as, tu passes à la maison. Of course. Fait que tu n'as pas de vie sociale. Très peu. J'essaye quand même. Au départ, quand ils sont tout petits, moins. C'est dur, ouais. Moins, parce que oui, c'est vrai qu'un bébé, ça prend du temps et qu'un business, ça prend du temps. Bon, tu fais ce que tu peux avec le temps qui te reste, mais généralement, il ne reste pas beaucoup. Mais plus ils grandissent, plus tu as du temps, je pense qu'il y a des étapes de vie aussi, c'est pas grave si tu n'es pas tout le temps... Si tu n'équilibres pas toujours social, famille, travail. Il y a des moments dans ta vie où tu vas plus focus sur certaines choses, comme quand tu es plus jeune, peut-être plus de boulot, etc., parce que tu n'as pas encore de famille. Pas encore, c'est normal, c'est cyclique. Mais je pense qu'il faut regarder genre the big picture et s'assurer de quand même essayer d'équilibrer les 3 parce que les enfants, éventuellement, ils quittent le nid. Le business, éventuellement, on part à la retraite. Et tu sais, so you need a bit of everything. Puis dans tout ce mix-là là, de femmes d'affaires, de décisions, de leadership, de ressources humaines, de mère, de
conjointe, ça serait quoi ta force vraiment qui permet de vraiment continuer, que tu peux toujours dépendre, une chance que je suis comme ça? I'm very optimistic. J'ai de la chance d'être quelqu'un, tu sais, first of all, je suis quelqu'un qui peut m'adapter très vite. Optimistic? Mon mari dirait oui. I don't think you can be over-optimistic. I don't think you can be ever over-optimistic. Moi, je pense que... You can intimidate people? Ça m'est jamais arrivé. Moi, en tout cas, alors peut-être, maybe I'm not over-optimistic, mais honnêtement, tu sais, je vois toujours le bon côté des choses. Tu sais, je suis quelqu'un qui suis capable de m'adapter très rapidement à un changement de situation. Tu sais, je me laisse pas, genre... Je suis pas quelqu'un de rancunière. Tu sais, moi, I move forward very fast. C'est excellent, ça. Yeah, so je pense que, tu sais, autant en tant que maman, autant en tant que femme d'affaires, tu sais, I find like, c'est une qualité qui est importante parce que, tu sais, when you hold grudges, quand tu n'arrives pas à move forward, et ça te bloque, ça te limite. Ben oui. Et moi, c'est pas ça, tu sais, moi, je te dis, on a un plan, le plan tombe à l'eau, OK, on change, on fait un autre plan, et puis, tu sais, on se réorganise sur un descent, comme on dit ici, you know, like, that's how I roll all the time. So, je pense que ça allait dire quelque chose aussi. Je pense que tu allais dire que tu passes à l'action rapidement. Oui, bah, tu sais, tu sais, on prend une décision, go, tu sais, genre, on a une idée, puis comme, OK, déjà, on y va. Déjà en train de bâtir. Okay. Tu sais, quand on me dit, il n'y a pas le temps, we'll make it work. Puis, écoute, le nombre de fois, puis c'est la force, je pense, de Juliette Chocolat, c'est qu'on était capable de s'adapter très rapidement à une situation imprévue. On est capable, tu sais, de faire des commandes, tu sais, où on dit, c'est impossible qu'on le fasse dans ce temps-là, puis le travail d'équipe qu'on avait faisait que c'était possible de faire des choses impossibles pour certaines équipes juste parce que tout le monde était vraiment, genre, travaillait en cohésion. Tu sais, on travaillait tous collectivement vers un même but. Puis, juste avant l'incident, le gros incident, pendant ces 20 dernières années, c'était quoi l'événement le plus dur que tu as surmonté? Est-ce que tu es passé proche d'autres événements aussi financiers dans ce genre-là? Non, je te dis, j'ai toujours fait attention aux finances. Pour moi, ça n'a jamais été un défi, les finances. Ça a toujours été quelque chose que je surveillais de proche. Je te dirais, en plus, j'ai une belle qualité, c'est que j'oublie, tu sais, je te dis, je suis pas rancunière et I move forward. So, I don't dwell in the past. Tu sais, je suis pas dans le passé à me dire, si j'avais fait ça, tu sais, non, just move forward. Like, c'est passé, tu peux pas le changer. So, tu sais, quand on me demande, c'est quoi tes plus gros échecs, tu sais, j'ai du mal à retourner en arrière et même des choses que j'y pense plus. Puis j'ai des personnes dans mes équipes qui sont vraiment genre mes Google, Juliette Chocolat, genre quand j'ai une question de quelque chose qui s'est passé dans le passé, tu sais, je dois leur demander parce que, like, I'll forget. Je continue, quoi. Tu sais. Okay. So, je te dirais, non, j'ai des gros échecs. Il y en a toujours, tu sais, la croissance. Tu es tout le temps, tu sais, en apprentissage. Tu sais, c'est comme, c'est pas un long fleuve tranquille, là. Tu sais, ça monte, tu arrives à un plateau, c'est comme, tu as des moments d'incertitude, il y a des choses que tu ne connais pas, puis qu'il faut que tu réapprennes à faire ton travail, parce que tu as besoin de nouvelles connaissances quand tu es en croissance. C'est pas genre de continuer exactement ce que tu fais tout le temps. You know? Like, tu délègues certaines tâches et tu reprends des nouvelles tâches que tu faisais pas avant. So it's like en mouvement tout le temps. Mais je te dirais que peut-être mon plus gros défi, ça a été de racheter mon actionnaire majoritaire. Tu sais, je voulais so j'ai investi dans le rachat. J'ai investi dans le rachat d'un de mes actionnaires. Puis donc, ça a été un gros burden, parce que ça nous a ralenti dans notre croissance pour être en mesure de rembourser cette dette-là, pour m'assurer de devenir majoritaire dans mon entreprise. OK, fait que ce groupe-là ou personne, combien détenait durant cette période-là? 45%. OK, quand même. Ouais. Puis comme je n'étais pas l'unique actionnaire restante, ça faisait que... C'était juste 2? Non. 2? Non, on était 6. 6? Ouais. Fait que tu as racheté juste un, deux 45%. OK. Ouais. Et tous les autres, c'était juste des petits parts? Ouais. OK. C'est quoi le chiffre d'affaires? À la fin? Admettons, genre, à ce jour, le dernier, genre, plus récent de bilan 2023-2022. 2022, on dit, c'est quoi ton... 10 millions. 10 millions? Ouais. OK. Je peux poser la question, c'était quoi les marges de profit derrière ça? Oui. Écoute, oui. En fait, c'était acceptable. Non, en restauration, les marges sont très fines. Justement, c'est pour ça que... les marges sont très fines en restauration. Écoute, si tu regardes avant la pandémie, là, parce qu'il y a vraiment eu deux mondes. Le monde avant la pandémie, le monde après la pandémie. Avant la pandémie, tu regardes la restauration. 5%, decent. 10%, you're a really good manager. 15%, you're a rockstar. OK?
Mais généralement, tu regardes, tu es entre 5 et 10%. C'est à peu près la tendance en restauration. Après la pandémie, si tu faisais 2%, you're a freaking rockstar. Yeah, you're a freaking rockstar. So, parce que la répartition de la marge a complètement changé. Complètement changé. T'sais, tout a augmenté. Ça fait que... Est-ce que c'était une nouvelle dépense, vraiment, toutes les dépenses qui étaient vraiment imposables du gouvernement à cause de la situation, la pandémie? C'était-tu peut-être les salaires qui ont augmenté? C'est quoi qui Tout a augmenté. Les salaires ont augmenté parce que pénurie de main-d'œuvre veut dire qu'il faut augmenter tes salaires si tu veux réussir à recruter. Donc, d'un seul coup, boum, tu sais, je veux dire, c'est pas graduel, là. C'est boum, ça augmente genre 4, 5, 6%, tu sais. Donc, ça veut dire que tu gruges déjà dans ta marge de 4, 5, 6%. Tes matières premières, ça augmente. Okay. Toutes les matières premières ont augmenté, tu sais. Il y avait plus... Les containers coûtaient super cher, le transport coûtait super cher. Bref, donc tout a augmenté, tu sais. Puis eux aussi doivent suivre la tendance, donc ils sont obligés d'augmenter leur prix parce que tout augmente, tu sais. Mais la matière première, tout le temps, genre 20 ans plus tard, elle provenait tout le temps, toujours de l'Europe? Le chocolat, nous, depuis 20 ans, il n'a jamais arrêté d'augmenter. Donc, tu sais, comme ça représente 80% de notre menu, ça veut dire qu'on n'a pas arrêté d'avoir une augmentation de nos matières premières. Mais pas seulement ça, si tu regardes toutes les matières premières en général, tout a augmenté. Puis après, tu rajoutes à ça, tu sais, l'électricité, les loyers qui augmentent. Je veux dire, tu sais, année après année, les loyers augmentent. Mais tu sais, pour nous, on avait des baux qu'on avait signés il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas la même demande sur le marché qu'aujourd'hui. Donc, ça fait que moi, si je négocie un bail aujourd'hui, je peux plus négocier. Il y a plein de locaux vides. Mais il y a 10 ans, il n'y en avait pas tant des locaux vides, puis j'avais des bons locaux. Donc, ça fait que, tu sais, j'ai un loyer qui est plus cher que ce que je paierais si je recommençais aujourd'hui. Ouais, donc, tu sais, c'est tous ces éléments-là qui fait que tu te retrouves avec, genre, des dépenses additionnelles qui n'étaient pas des dépenses que tu avais, qui étaient des dépenses que tu avais, mais qui n'étaient pas à ce montant-là avant la pandémie, tu sais. Donc, tu te retrouves... Mais tu penses-tu qu'admettons, aujourd'hui, 2023, tu retournes 20 ans, tu pourrais ouvrir, là, puis avoir le même... Genre, avoir le même départ, le même démarrage? Si tu recommences aujourd'hui à zéro. Sans le brand? Ouais, genre à 0-0. Toi, Juliette et Chocolat, genre, vous l'avez 20 ans, mais tu leur pars en 2023. Est-ce que tu vois le même capacité de succès que tu as connu? Le truc, c'est que le marché est un peu plus saturé. Tu sais, je veux dire, on parlait avant des États-Unis. Tu sais, Montréal reste une petite ville quand même. Tu sais, on n'a pas un nombre illimité de personnes qui passent par Montréal. Oui, en été, on a des touristes, etc. Mais ça reste quand même une petite ville. Donc, ça fait que je pense que les marchés s'autorégulent quand même. Aujourd'hui, il y a énormément de compétition dans le marché du dessert en général. Pas forcément du chocolat, mais dans le dessert en général. Puis, tu sais, je veux dire, there's only so much dessert que tu vas consommer dans une semaine, dans un mois, tu sais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une régulation de marché, tu sais. Je pense il faut qu'il y en ait qui ferment pour qu'il y en ait d'autres qui réussissent à, tu sais, en fait, les moins... Des opportunités à d'autres de peut-être devenir la star, la prochaine star. En tout cas like, le marché sature, tu sais. Ça veut dire que la part de marché devient de plus en plus petite, mais tu as quand même besoin d'une certaine part de marché pour couvrir tes coûts. Dans le fond, donc, genre... si tu n'atteins pas cette certaine part-là, then you die. Mais une solution, ça serait de racheter, maintenant rendu là, de racheter des entreprises, puis peut-être des compétiteurs. Oui, c'est ça. Ouais, toi, t'en avais-tu fait ou Moi, j'ai regardé, en tout cas dans le passé, j'ai regardé certains rachats de compétiteurs. Parfois, it just doesn't make business sense. C'est pas parce qu'ils opèrent de manière profitable, que les emplacements sont intéressants. Tu sais, parfois, tu regardes les emplacements, tu regardes the big picture de le rachat d'une entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans la réflexion du rachat ou pas. Tu sais, est-ce que tu vas venir toucher une nouvelle part de marché ou est-ce que tu ne vas pas forcément toucher une nouvelle part de marché? Est-ce que l'entreprise est rentable? Est-ce que tu peux la rentabiliser? Ou est-ce que, genre, selon les emplacements et selon la manière dont ça a été conçu, tu sais, je suis un peu limitée dans ma manière de reprendre en main l'entreprise. Donc, moi, dans mon cas, c'était jamais intéressant. Après avoir fait mon due diligence, j'ai jamais eu l'intérêt de racheter parce qu'il n'y en avait pas d'intérêt pour nous. Ouvrir succursale, c'était plus avantageux. Donc, pour nous, c'était plus intéressant, oui. C'est ça, vraiment, comment tu vas chercher par le marché. OK. De toute façon, tu laisses les autres comme, OK, je vois que lui, je lui donne 1 an encore, puis boum. Yeah, c'est ça. Dans le fond, c'était ça, la vision. C'est ça, puis... c'est ça. En tout cas, la réflexion pour nous n'a jamais été
nous a jamais amené à un rachat final parce que c'était juste pas intéressant. Ouais. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé durant la pandémie? Qui a fait, tu sais, comme, OK, oui, regarde. Puis c'est là aussi que nous autres, on est rentrés en jeu avec notre podcast sur de la promotion des entreprises. Fait que là, comme on l'a tout vu pour tous les entrepreneurs, il y a beaucoup de types de la restauration, l'esthétique. J'ai eu beaucoup. Regarde, moi, j'avais un portfolio d'entreprises, mais j'étais assez chanceux d'avoir pris la décision de me varier dans la gestion de mes types de clients. Fait que j'étais beaucoup dans la construction, dans les services professionnels. Je fais du e-com. J'avais du healthcare, mais aussi, j'avais une niche qui était grosse pour moi. Puis je parle, tu sais, j'avais un portfolio de peut-être une vingtaine de clients. Qu'est-ce qui prenait ma place? Mais c'était l'esthétique. Puis, quand la pandémie est arrivée, j'ai perdu beaucoup, genre, sur mes revenus, sur l'esthétique, sur... c'était principalement l'esthétique. C'était une niche que je voulais ouvrir. En 2019, mon but, c'était comme, en 2020, je vais aller chercher tout. J'allais être le marketeur du domaine de l'esthétique. OK. 2020. We need to shut them down. Il faut qu'on toutes les... Je suis comme, oublie ça. Mais toi, c'était des produits esthétiques ou c'était des salons esthétiques? Des salons esthétiques. Salons esthétiques. Ça, c'était vraiment ma niche. Vraiment, moi, je fais du marketing puis juste pousser la business. Bang, bang. Ça marchait super bien, les formules. J'étais bon, puis encore là, boum. Fait que là, j'ai perdu tout plein de clients rendus là. Fait que c'est là que peut-être, j'ai du temps libre, OK, je vais faire un podcast. Mais dans la restauration aussi, regarde, toi, t'avais les 10 succursales, mais tu as dit que tu en as ouvert un pendant la pandémie. Ouais. Est-ce que tu avais un concept différent de cette succursale-là pour l'ouvrir durant la pandémie ou c'était vraiment le même concept? Non, en fait, nous, on l'a ouvert après la première vague. Donc, on l'a ouvert genre le premier été. Donc, tu sais... Tu l'as-tu déjà prévu ou c'était pendant la pandémie? On était en discussion. On était en discussion avec 3 franchises avant la pandémie. La première est tombée à l'eau parce que la maman de la personne qui devait prendre la franchise est tombée très malade. Donc, elle m'a dit, like, family first, je vais focuser sur ma maman, je vais m'assurer d'être là pour elle, etc. Donc, ça, c'est tombé à l'eau. Le deuxième, c'est celui qui a ouvert. Et le troisième, avec la pandémie, il a dit, je vais attendre que la pandémie passe, on verra après, like, just not good timing. So, tu sais, nous, on a poursuivi avec la personne qui était encore intéressée. On a attendu la première vague pour voir comment ça se passait. C'est sûr qu'on était en réflexion sur, tu sais, like, does it make sense? Tu sais, c'est sûr que notre concept, au tout début, là, quand on nous a fermé les restaurants, ça a été un gros impact sur nos chiffres. 70% de nos ventes qui ont disparu comme ça, là, du jour au lendemain, parce que nous, quand je t'ai dit, tu sais, on ne vend pas juste du chocolat, on vend une expérience. Les gens viennent Il faut que tu sois présent pour... C'est ça. Les gens viennent pour célébrer chez Juliette Chocolat. Les gens viennent pour consommer du chocolat, oui, mais ensemble. Mais, regarde, passe-moi une idée, tu sais, j'ai commencé à parler à beaucoup de monde, tu sais, dans l'industrie des influenceurs qui sont foodies, d'autres personnes qui avaient des restaurants. Puis justement, on a un success story que c'est des bons amis de way back qui ont ouvert un restaurant péruvien, Barranco, shout out, durant la pandémie. Puis tout le monde regarde ça comme, qu'est-ce qui va se passer? Genre, vous êtes-tu sérieux? Tout le monde ferme, vous décidez d'ouvrir. Puis ils ont ouvert un salle à manger 2 ans plus tard, aujourd'hui. Ça a du succès phénoménal. Ils ont ouvert un autre restaurant, une autre thématique. Mais ils ont trouvé une porte d'entrée durant la pandémie, comment se positionner. Est-ce qu'ils faisaient genre Ghost Kitchen au départ? Non, ils sont allés directement sur le take-out. Mais ils avaient la salle à manger prête juste au cas que le moment que ça revient, la salle à manger est prête, mais ils sont allés directement take-out. Yeah. Ça a marché. Je te dirais... Ils sont sur, excuse-moi, mais sur Saint-Denis. Exactement. OK. Mais je te dirais que je pense que déjà, tout ce qui est salé, ça prêtait plus au take-out. Tu sais, j'ai pas envie de cuisiner. Je suis seule chez moi. I'm just going to order in. Surtout que les gens, ils avaient beaucoup de disposable income, right? A lot of disposable income. Ils voyagent plus. Il n'y a plus d'activité. So, je suis à la maison toute la journée. So, j'ai pas envie de cuisiner ce soir. Je suis tout seul. Je commande. So, je te dirais que tous les restaurants qui avaient une option salée, repas, certains plus que d'autres, évidemment, parce qu'il y a des concepts qui marchent vraiment bien pour du take-out. C'est pizza, ça marche toujours pour du... c'est ça. Du Thai, ça marche toujours pour du take-out. Chinois, all that, ça marche. Sushi, ça marche. Mais nous, les gens, oui, j'ai envie d'un brownie, je vais aller chercher un brownie, tu sais. Mais comme chez nous, les gens, c'était comme
partager un dessert ensemble, on vient en groupe, puis genre on prend 4 assiettes différentes, on se pique dans nos assiettes, etc. D'un seul coup, je me retrouve tout seul à la maison, I'm just gonna eat my brownie alone, like, j'ai plus la même... j'avoue que tu pouvais même pas voir personne. Non, c'est ça. Donc, je pense que nous... Tu vas organiser quelque chose à la maison, comme, les amis, on essaie des desserts, boîte à dessert mystère, puis non, c'est ça. Avec des amis, goûter. Mais tu peux pas. OK. Donc, pour nous, ça a eu un impact vraiment. Alors après, c'est un peu shift, parce que les gens ont commencé à prendre plus take-out. Donc, oui, on a réussi à développer ce marché-là, qui était un marché qu'on développait moins avant la pandémie, mais pas assez pour recouvrir les ventes de notre salle à manger. Mm-hmm. Puis, nous, on avait des gros loyers, là. Je veux dire, on a des locaux prime locations. Donc, je veux dire, il me faut mes ventes pour payer mon loyer, you know? So, c'est sûr que ça a été un défi dans le concept parce que on était moins take-out peut-être que certains restaurants qui étaient vraiment conçus pour du take-out. Ouais, non, justement, puis c'est pour ça que je pose la question, parce que moi, je disais comment tu peux reproduire l'expérience, parce que beaucoup de la restauration aussi, beaucoup de restaurants sont basés sur l'expérience, comme un steakhouse. Ça va être dur à faire à la maison, là, parce que la viande est faite d'une certaine façon, puis oui, si tu le fais avant, puis tu le take-out, t'es mieux d'être proche, parce que tu vas, à chaque minute, tu perds vraiment la qualité. Puis, il y a un concept que j'ai lancé comme ça, c'est comme, admettons, c'est un steakhouse, par exemple. Pourrais-tu avoir un concept de take-out où est-ce que, tu sais, OK, t'as la boîte, t'as le steak, mais admettons, t'es un couple, t'as une fleur, une rose, juste essaie de reproduire, tu sais, juste like a couple date night. Yeah. Parce que beaucoup, moi, je suis allé, admettons, Gibby's, c'est date night que je vais là, avec ma femme, puis boum, tu sais, like, I don't know, something like that, tu sais, un QR code, puis la musique, la même musique du resto, elle joue, genre, chez toi, là, c'est ton sel, là, sur Spotify, whatever, tu sais, des trucs comme ça. Je me dis, est-ce que c'est possible à faire, même avec un steakhouse, tu sais, de reproduire cette... Peut-être que non, regarde, I don't know. Mais là, je pense à le dessert. Tu sais, regarde, moi, regarde, je suis pas un fan de dessert. Comme le chocolat noir, c'est la seule chose. Je suis pas un fan de dessert, mais je suis allé une fois à jeter chocolat, puis c'est justement pour une date. Fait que la question qui suit, est-ce que, regarde, moi, dans mon cas, qui n'est pas chocolat, mais qui va là justement pour la date, pour l'expérience, mais aussi pour être dans un lieu social, tu sais, vraiment de gâterie, parce que beaucoup de personnes aussi sont très sucrées. Fait que pour moi, c'est comme, OK, ben je vais l'amener à quelque chose de sucré. Mais je ne retournerai pas du scénario. À moins qu'il y ait quelque chose de très phénoménal qui se passe là, où est-ce que je cogne de la tête, puis quelque chose de vraiment anecdote qui se passe, puis tu as une raison de tout le temps retourner. Mais pour certains types de personnes comme moi, le taux de rétention il est très bas. Là, quand même. C'est sûr. Puis nous, on a beaucoup de gens qui viennent pour des dates. Oui, c'est sûr. So, c'est certain que, tu sais, après, on a vraiment des chocoholics, like, qui ont besoin de leur chocolat. Oui. Moi, j'ai des gens qui m'écrivaient des lettres extraordinaires sur quand ils commandaient sur Uber Eats. Merci d'être là, merci de, tu sais, je veux dire, on faisait du bien aux gens. Il y avait une communauté vraiment, même, il y avait une communauté gelée de chocolat que genre vraiment... Moi, j'ai beaucoup d'habitués. J'ai beaucoup d'habitués chez Gelée de chocolat. Donc, tu sais, heureusement que j'ai cette clientèle-là de gens qui reviennent et qui ont besoin de leur chocolat. Et, tu sais, puis on essaie de faire, tu sais, on fait des très bons produits. Mais comme je te dis, tu sais, je pense quand même que je vais peut-être moins le faire souvent que quand, tu sais, je passe devant, tu sais, j'allais au travail, je passe devant, je vais m'arrêter, je vais prendre mon brownie. Là, je passe plus devant, je vais plus au travail. So, une fois de temps en temps, je vais appeler pour en commander un. Mais, tu sais, genre, les consommations, la manière dont les gens ont consommé a changé aussi, tu sais. Je pense que... les gens n'avaient plus la même routine. Tu sais, je passe devant quand je vais à la garderie, you know, like, maintenant, les enfants sont à la maison. I don't go out anymore. Tu sais? Fait que là, dans le fond, tu sais, t'as vu, 70% de tes revenus sont tombés, la clientèle plus là, puis l'expérience est très dure à reproduire, tu sais, vraiment en format take-out ou à la maison ou à cause de l'expérience. On a fait plein de trucs, là, mais tu sais, c'est pas parce que tu fais des trucs que ça marche, ça décolle. Ouais, exactement. Et tout le monde faisait des trucs, you know, like, tout le monde était en mode créatif. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde, like, it was like insane. So, tu sais, je veux dire, oui, tu réussis à améliorer tes résultats. Je veux dire, on est passé de 30% de vente à peut-être on est repassé à 50% de vente, mais c'est pas assez pour recouvrir 100% parce de vente. Manquait... Fait que l'autre 50%, on va dire, c'est là que le gouvernement intervient. Donc là, c'est ça. Donc là, le gouvernement te dit, OK, on a besoin on offre des prêts pour les compagnies qui ont perdu plus que 30% de leur vente. OK, check. Check. Nous, on a perdu 70 au départ et puis on est rendu à 50. So, on qualifie pour le prêt.
Puis, tu sais, il y a plusieurs autres choses qu'ils vérifient. Puis, ils disent, OK, perfect, so vous avez le droit à un prêt. Tu le sais très bien, quand on est en affaires, tu ne commences pas à emprunter quand tu as besoin d'argent. Tu empruntes quand tu n'as pas besoin d'argent, because that's when they're going to loan to you. Puis après, tu verras si tu as besoin de ton loan ou pas, mais si tu n'en as pas besoin, tu le rembourseras. Si tu en as besoin, au moins, tu as le cash. Ouais. Donc, moi, je dis tout de suite, on emprunte. On ne se pose même pas la question, là. On emprunte because on ne sait pas combien de temps ça va durer, cette pandémie. On ne sait pas comment les choses vont reprendre après. Puis, on ne veut pas, juste pour une raison de cash flow, qu'on ne soit pas capable de continuer, juste parce que, tu sais, on n'a pas anticipé des pertes. Ouais. Donc, on a emprunté. Puis nous, chaque Juliette de Chocolat, c'était une propre compagnie, une entité. C'était un prêt par succursale. Un prêt par succursale. Tu sais, on a pris, puis il y avait différents types de prêts. Il y avait des prêts de la ville, des prêts du gouvernement, des prêts du gouvernement fédéral. Ça, tu sais, nous, on regarde tout, puis si on qualifie, on y va. Puis si on l'a, on l'a. Puis après, on s'organisera pour rembourser. Tu sais. Donc, pour nous, ça a été vraiment... Puis donc, vous avez été admissible sur les 10 succursales. Oui. Ben, pas pour tous. Il y en a certains qui ont eu certains prêts, d'autres qui en ont eu d'autres et tout. Mais en tout cas, on a pris des prêts pour toutes les succursales. Mais je questionne ça parce que la question, justement, on est déjà en train de parler, mais ma question, c'était comme, est-ce que ça n'aurait pas été genre vraiment la marque, le corp qui aurait reçu le prêt pour essayer de compenser pour tout, ou vraiment c'était mieux adéquat que vraiment individuellement? Non, individuellement, parce qu'on pouvait avoir davantage. Tu sais, c'était un prêt par compagnie. Le gouvernement ne donnait pas genre... Au holding, genre. Non, c'est ça. Un par compagnie. OK. Donc, tu sais, pour nous, c'était plus avantageux de faire comme ça. Parce que, comme je te dis, tu sais, mieux vaut avoir trop de cash et tu rembourses que de ne pas en avoir assez. Mais au moment où on a emprunté, tu sais, comme je te dis, j'ai toujours fait attention à mon cash. J'ai jamais emprunté. Très peu. Genre loyer, genre salaire, puis... Non, j'ai jamais emprunté d'argent. Moi, c'était à la banque, là, j'avais pas de dette ou très peu de dette. Donc, tu sais, moi, j'ai toujours fonctionné, genre, rentrée, sortie. Mes entrées sont supérieures à mes sorties, puis ça fonctionne. Mais quand on a eu les prêts qui ont été offerts, j'ai dit, OK, là, on va emprunter. Puis, écoute, ça nous fera du cash en plus en banque, mais on avait assez de cash pour tenir après la pandémie. Mais c'est juste qu'on se disait combien de temps ça va prendre pour redémarrer après. On se disait, on va avoir ce cash-là en plus, mais on avait du cash en banque. On n'était pas genre à sec du tout pendant la pandémie, on était bien. Fait que c'était vraiment, ça allait couvrir combien d'années comme de cash flow, à peu près 3-4? Écoute, on ne savait pas combien de temps ça allait nous tenir, dans le sens où c'était quand même beaucoup en d'argent. 2020 ou en 2021? Les prêts, on les a eu il y en a eu en 2020, puis ils nous ont refermés en 2021. Ouais. On a été fermés quasiment 2 ans, quoi. Exactement. En même temps, c'est des prêts, mais si tu les prends pas, on te ferme quand même. Moi, si on m'avait pas fermé mes salles à manger, j'aurais pas perdu 70% de mes ventes. Mais moi, j'ai pas eu le choix de fermer mes salles à manger. Mes salles à manger ont été fermées parce que le gouvernement nous a dit, vous fermez vos salles à manger. Donc, il y a comme un espèce de, OK, on va suivre les règles du gouvernement parce que c'est une pandémie puis que c'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Je veux dire, je pense que c'est important d'être civique et de penser aux autres. Est-ce que tu étais genre le type d'entrepreneur, parce qu'il y a eu beaucoup de restaurateurs que eux autres étaient vraiment contre le gouvernement, contre tout ça. Vraiment. Puis, je ne veux pas dire le terme, mais ça rentre dans cette braquet-là de conspirationniste. Ouais. Toi, de où tu te positionnes? Comme, oui, tu te dis, comme, gars, on va le faire, c'est collectif. Est-ce que tu voyais vraiment comme un manque de bon sens devant le gouvernement sur ces décisions-là, comme entrepreneur, restaurateur? Honnêtement, je me disais... Ça, c'est des décisions... Tu peux commencer à critiquer tout, puis remettre en question tout, puis remettre en question le système, puis tu sais... Mais je pars du principe que, first of all, je veux dire, une pandémie comme ça, là, je veux dire, on n'en a pas eu dans les 100 dernières années. Personne ne savait à quoi s'attendre. C'était la panique un peu partout. Il y a plein d'inconnus. Puis tu dois gérer un pays. Tu sais, moi, je gère 350 personnes. Puis 350 personnes, c'est compliqué que tout le monde soit d'accord. J'imagine bien que quand tu as un gouvernement, puis tu dois gérer un pays au complet, il y en aura toujours qui seront mécontents. Puis il faut trancher, quoi. Okay, tu dois décider. Moi, dans ma tête, je me dis, j'ai pas envie d'être à leur place. Tu prends une décision, tu prends la mauvaise décision, on va te tomber dessus. Tu prends une autre décision, tu prends une mauvaise décision. Whatever, peu importe ce que tu vas faire, il y en aura toujours des mécontents. On nous dit... Tu as vu la décision d'un point de vue patronal? Je me dis, moi, j'ai vu la décision d'un point de vue santé publique. J'ai dit, regarde, on voyait que les hôpitaux, ils tenaient plus. Genre, ils étaient surchargés. Tout le monde arrivait dans les hôpitaux, puis c'était plus capable de répondre à la demande. Si tu contrôles pas la manière dont le virus se propage, tu vas surcharger tes hôpitaux, puis tu n'auras plus d'hôpitaux. Ouais.
So, tu sais, je me dis, pas seulement pour gérer la pandémie, mais pour gérer toutes ces maladies chroniques, des gens qui ont besoin d'un traitement en continu. Tu sais, je me dis, moi, j'ai de la chance, je suis en santé, mais il y en a plein là qui dépendaient de leur traitement, mais ils ne pouvaient plus être traités parce qu'il y avait une surcharge de tout le reste. Okay. Donc, tu sais, je ne me remets pas en question, là, tu sais, je dis pas, listen, c'était la pandémie, mais il faut quand même réfléchir avec ta tête. Okay, c'est bon. Yeah. Je pense que, écoute, c'était pas idéal, j'aimais pas qu'on ferme mes restaurants, mais en même temps, il fallait prendre une décision, puis c'est la décision qu'ils ont prise. Mais en tout cas, on se retrouve avec des restaurants fermés. Puis moi, mon restaurant, en étant fermé, je perds 70% de mes ventes. Si je suis réouvert, je n'aurais pas perdu ces ventes-là. Donc, tu sais, je suis obligée de prendre un prêt, mais je ne l'aurais pas pris si jamais j'avais eu mon restaurant ouvert. Donc, tu sais, c'est comme un espèce de couteau à double tranchant. Tu sais. Là, la réouverture a eu lieu. Toi, est-ce que tu as ressenti la même relance dans tes business? En fait... Même engouement, est-ce que vraiment il y avait... Parce que quand ils ont ouvert la liberté à tout le monde, genre Montréal est devenu en feu, tout le monde sortait, toutes les activités, expériences, on fait tout. Social à 100%. Tu sais, le défi, c'était pas tant d'être capable de répondre à cette demande qui était, oui, les gens comme « Oh my God, c'est la fin de la pandémie, genre go, you know, je veux revivre, je veux recommencer à avoir du monde, je veux écouter, genre... J'en ai marre d'avoir vécu sous une roche pendant 2 ans. So, I'm out. I'm here, you know. Mais la réalité, c'est que, tu vois, moi, la première fermeture des restaurants, j'ai perdu 70% de mon équipe. J'ai gardé ce que je pouvais, mais avec les ventes qu'on faisait, je ne pouvais pas garder tout le monde. Ouais, j'ai mis à pied 70% de mon équipe. Quand on a réouvert, première vague, après la première vague, j'ai récupéré 70% de mon équipe. Tout le monde est revenu. So, tu sais, j'avais toute mon équipe, everything was fine. Tu allé chercher tout le monde. Ouais, tout le monde est revenu. Tu sais, je t'ai dit, j'ai toujours mis beaucoup d'emphase sur la gestion de mes équipes, m'assurer que les gens étaient bien, etc. Donc, j'ai récupéré tout le monde. Deuxième fermeture, les gens, OK, je fais comment, moi, tu sais? Ouais, je recoupe encore. Mais là, tu sais, ces personnes-là, mais ça va durer combien de temps, la pandémie, tu sais? Genre, moi, il faut un boulot. Donc, il y en a la moitié qui ont comme drop la restauration, tu sais, qui ont juste dit, hey, la restauration, c'est fini, tu sais, like, it's just... C'était trop imprévisible. Il y avait trop de risques. Donc, tu sais, j'ai des personnes qui ont juste drop out en disant « It's just, like, j'ai besoin d'avoir un boulot qui me permet de vivre, you know, like, j'ai mon loyer à payer, tu sais, like, je peux pas comme jamais savoir si le restaurant va être ouvert ou fermé parce que le gouvernement, il se décide de fermer le restaurant comme ça du jour au lendemain, quoi. So, moi, j'ai perdu une partie de mon équipe. Donc, moi, je savais, tu sais, quand on s'est rapproché du deuxième été, je me suis dit « Ouf ». Le défi, ça va être réembaucher, tu sais, parce que j'ai recontacté mes équipes. Est-ce que tu vas revenir? Ben, moi, j'ai trouvé un emploi maintenant dans un autre domaine, tu sais. Puis, bref, il y en avait certains qui m'ont dit, ouais, ben, peut-être je reviendrai, mais à 1 jour semaine. Avant, ils étaient à 4 jours semaine. You know, like, tu voyais que j'étais plus capable de récupérer la totalité de mon équipe parce qu'il y en avait plein qui avaient move on to the next thing. Tu sais, genre, j'ai trouvé autre chose. J'adore Géant de chocolat. Je vais peut-être venir t'aider 1 jour semaine parce que j'aime ça. Puis, tu sais, il y a quand même un sentiment d'appartenance à l'entreprise, mais pas assez pour y revenir à temps plein. So, le plus gros défi, c'était pas de répondre à la demande des gens qui avaient envie de recommencer à sortir et vivre. Le plus gros défi, c'était comment est-ce que je fais pour répondre à cette demande-là sans équipe? Et de le faire en même temps que toutes les autres personnes qui vont réouvrir en même temps, qui vont tous être en train d'embaucher en même temps. Tu sais, on n'a plus ça va plus être le même défi. OK, là, je viens de comprendre. Fait que dans le fond, il y a eu la pénurie d'employés a provoqué une baisse dans les ventes. Une baisse dans les ventes, il y avait... Le remboursement était beaucoup plus difficile, puis c'est là qu'on dirige où est-ce que... Est-ce que c'était au début de 2023 que tu commençais à être dans le rouge? Tu voyais comme, OK, on a J'ai jamais été dans le rouge. Tu sais, quand on fait faillite, puis c'est là que je trouve qu'il y a un point qui est important. Tu sais, beaucoup de personnes pensent que quand tu fais faillite, c'est que tu n'as plus rien dans tes comptes. T'sais. Non, moi, il me restait énormément d'argent dans mes comptes quand j'ai décidé de fermer mes restaurants. Mais... Fait que tu as juste fermé la porte, mais... J'ai fermé... Tu sais, la réalité, c'est que quand on a réouvert en été 2022, j'ai repris avec une équipe réduite. Donc, tu sais, au lieu d'opérer 7 jours sur 7, du matin au soir, j'ai recommencé en étant ouvert 5 jours semaine, juste le soir, parce que je n'avais pas assez de monde pour opérer mes restaurants sur toutes mes plages horaires. Donc, ça fait que même si je voulais retrouver 100% de mon chiffre d'affaires, je ne peux pas. Je n'ai pas assez de staff. Je n'ai pas le monde pour opérer. Donc, ça veut dire que d'un seul coup, tu sais, je repasse à 50% de mes ventes, sauf que j'ai 100% de mes frais et je peux juste opérer sur certaines plages horaires. Donc, graduellement, tu reconstruis ton équipe. J'ai toujours mis beaucoup de travail dans mes équipes. Donc, tu sais, tu reconstruis ton équipe. Mais je veux dire, il y a des emplois partout.
Tu sais, reconstruire une équipe quand les gens, tu sais, j'ai 10 options d'emploi ailleurs, avec des offres hyper alléchantes, avec tout le monde qui se bat pour avoir les mêmes personnes. C'est d'un seul coup un défi qui est beaucoup plus compliqué. Puis moi, je continue à dire, on reste fidèle à nous. On ne choisit pas n'importe qui parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On continue à choisir des personnes qui croient en Juliette Chocolat, qui veulent grandir avec nous, qui croient aux valeurs de l'entreprise. Je n'embauche pas n'importe qui, là. Je veux m'assurer qu'on reconstruit solide. On reconstruit sur du dur. On ne reconstruit pas sur du sable mouvant, quoi. Moi, mon idée, c'était de dire, ça prendra le temps qu'il faut, mais on reconstruit bien. Donc, ça a fait que nos ventes ont continué à monter, 50, 52, 55, mais c'est pas d'un seul coup. Sauf que moi, mes frais, ils sont à 100%. Ouais. Donc, je perds de l'argent tous les mois. Mais ça continue à monter. Mes ventes reviennent. Puis mon équipe, je continue à développer. J'ai de plus en plus de monde. Je commence à réouvrir 7 jours, juste les soirs. Après, je commence à intégrer les samedis jours, les dimanches jours. Puis graduel, tu vois. Mais je ne suis pas rendue à 100% dans toutes mes succursales. Les rive sud, rive nord, beaucoup plus difficile d'embaucher. Donc, je me retrouve avec des succursales qui pourraient vraiment mieux performer, mais je ne peux pas, j'ai pas assez de monde. Parce que, pourquoi, je ne sais pas, mais les rives, très difficile de recruter sur les rives. C'était au Centropolis, je pense. Centropolis, rive sud, ouais. Justement, ça, c'est un bon hub, mais genre... Crazy. On avait du monde, des line-ups. Et puis, tu sais, les invités ne comprennent pas. Je ne comprends pas. Pourquoi vous n'êtes pas capable de nous servir? Parce qu'on manque de monde. Okay. Je veux dire, je suis un samedi soir, j'ai 2/3 de mon équipe normale pour un samedi soir que je faisais avant la pandémie. Mais mon restaurant, il est plein, puis tout le monde va être servi en même temps. Ça crée une mauvaise expérience. Et puis en plus, j'ai la moitié de mon équipe qui est nouvelle, parce qu'avant, j'avais des anciens. Maintenant, j'ai plein de nouveaux. Puis ces nouveaux-là, ils se font tellement rentrer dedans qu'ils ne restent pas parce qu'ils trouvent ça trop difficile. La réalité n'est plus la même. Tu te retrouves, OK, je perds de l'argent tous les mois, mais j'ai mon cash de la pandémie. On continue. C'est normal. Je savais que ça prendrait du temps. C'est normal qu'on perde du cash, mais il faut qu'on s'améliore. Puis avec mes équipes, tout le temps. Guys, il faut qu'on continue à s'améliorer. On fait attention au cash flow, on fait attention aux coûts de main-d'œuvre, on fait attention aux pertes. Genre, tous les coûts qu'on peut contrôler, on les contrôle. Mais on les contrôle à fond. Tu n'as pas de monde, tu coupes. Genre, tu ne te poses même pas la question, tu coupes. Parce qu'on ne peut pas dépenser de l'argent en trop, on perd déjà de l'argent. Mais si on en perd moins. Puis, tu sais, rendu à l'été, donc cet été, là, encore là, je disais, OK. Tu étais rendu à combien de pourcentage de revenus? J'étais revenu peut-être à 80%. Ouh, pas loin. Oui, j'étais rendu à 80% sur le groupe. Oh, non, même un petit peu plus. Et ça continue à monter. Je continue à avoir mes ventes qui augmentaient. Je n'avais pas des ventes en décroissance. Mais, même chose, tu commences l'été en disant, OK, on est encore à 80%, puis j'ai mes dépenses qui s'améliorent pas. Là, tu commences à dire, OK, il faut que je parte avec tous mes partenaires. Mes propriétaires, les propriétaires des locaux. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Votre loyer me coûte trop cher. Actuellement, je fais pas mes ventes d'avant la pandémie. Donc, mon loyer faisait du sens avant la pandémie. Aujourd'hui, il est trop cher. Est-ce qu'on peut retravailler le loyer? On essaye de renégocier pour que je vous paye ce que je vous dois sur la fin du bail. Mais au moins, aujourd'hui, vous me faites un loyer qui fait du sens par rapport à mes ventes. Je ne veux pas que vous me fassiez un cadeau sur mon bail au complet. Juste le temps que je finisse de retrouver mon 100% de mes ventes. Puis comment ça a le prix? Zéro. J'ai eu juste un seul qui m'a dit, je te fais, et j'apprécie, il m'a dit, je te fais pendant 6 mois, je te fais un rabais de $1,000 sur ton loyer. $1,000, c'était pas grand-chose, c'était une partie de mon loyer, mais it was that. Tous les autres, c'était comme, non, débrouillez-vous. Non. Puis j'allais... Ouais, vas-y. Non, même pas ça, même pas rapport, mais vas-y. Non, il y en avait même certains qui me disaient, faudrait que tu ouvres sur toutes les plages horaires. Ah bah oui, mais moi aussi, j'aimerais bien ouvrir sur toutes les plages horaires, mais j'ai pas de staff. Trouvez-moi du staff. Et puis, tu sais, il y en avait même qui étaient comme vraiment déraisonnables dans leurs demandes, tu sais. On veut tous ouvrir sur toutes nos plages horaires. Genre, ça fait pas mon affaire d'être ouvert juste certaines journées, tu sais. Mais si je le fais, c'est pas parce que j'ai envie de prendre des vacances à côté, quoi. C'est parce qu'on a juste pas de monde. Puis moi, personnellement, j'étais tous les jours dans mes succursales. 7 jours sur 7, j'étais dans mes succursales. Donc, tu sais, je peux pas me diviser en 26. Ouais. J'ai des succursales de partout. Je peux aider là où je peux aider. Mais il y a un moment où, je veux dire, je fais le maximum de ce que je suis capable de faire. Et le reste, il faut juste lâcher prise, quoi. Puis, il y a ça, je vais me diriger dans une autre question aussi pour avancer. Fait qu'à quel moment que tu as dit, comme, OK, je vais tirer la plug, mais regarde, tu as seulement tiré la plug sur la fermeture des lieux physiques. Parce que tu as dit, tu as une valeur de branding là, qui est encore là. Ça, c'est quelque chose d'autre. Puis,
Ça m'intéresse à évaluer. Puis je pense qu'on pourrait le faire peut-être dans un autre segment parce que c'est long. C'est pas intéressant. Ouais, le branding, c'est juste un autre game que j'adore. Mais à quel moment, genre, tu t'es senti... Comment toi, tu t'es senti juste de prendre la décision? Mais comme je te dis, c'est arrivé tellement rapidement parce que en fait, tu vois, je suis partie en vacances en juillet. En juillet, je suis partie en vacances. Et avant juillet, tu sais, je me disais, OK, là, je pense qu'il faut qu'on prenne la décision de fermer certaines de mes succursales, mais pas toutes. C'était la réflexion de tes vacances? Non, parce que pendant les vacances, je voulais monter le dossier justement pour le présenter aux créanciers. Mais la décision, c'était de dire, OK, j'ai certaines succursales qui performent bien. J'en ai d'autres qui performent moins bien et qui tirent le groupe vers le bas. Ouais. So, tu sais, plutôt que de perdre la totalité de ce qu'on fait, on va se couper un bras, mais au moins on continue à opérer. Ouais. Donc on va retirer ceux qui performent moins bien et on continue avec ceux qui performent mieux. On retravaille la dette. Donc on a de la dette, oui, mais on va juste retravailler l'offre qu'on fait par rapport à la dette. Puis je continue à payer une partie de ma dette, mais je ne peux pas rembourser toute ma dette parce que ma dette est juste trop importante considérant les ventes qu'on fait aujourd'hui. Puis le profit qu'on fait, on perd de l'argent tous les mois. So, I mean, je veux dire, si je n'avais pas eu cette dette, j'aurais... Dans certaines de mes succursales, même les succursales plus difficiles, j'aurais pas perdu d'argent, j'aurais été break-even. Mm-hmm. Mais là, avec cette dette additionnelle, d'un seul coup, je me retrouve avec des dettes additionnelles. Tu sais, je veux dire, tous les mois, je perds de l'argent, qui est de l'argent que j'ai emprunté. Tu sais, it doesn't make sense. Et mes remboursements, aujourd'hui, quand je regarde mes remboursements, je rembourse que de l'intérêt. Je rembourse même pas de capital. Je n'ai même pas commencé à rembourser mon capital. Je rembourse que de l'intérêt. So, it doesn't make sense. Tu sais, genre... Il faut que faut que tu aies pris une décision. Il faut que je retravaille ma dette. C'était ça la décision. Donc, c'était de dire on va retravailler les dettes en fermant les succursales qui performent moins bien, on garde les autres, on rembourse la dette sur les autres et on continue à opérer. Sauf que ma dette était co-garantie par toutes les succursales. Donc, ça fait que même si je ferme une succursale qui performe moins bien, la dette de cette succursale-là, elle tombe sur toutes les autres. Ouais. Et je ne règle pas mon problème. Là, ça veut dire que j'ai moins de ventes, mais plus de dettes dans mes succursales qui auraient pu s'en sortir sans la dette des autres. Cela, je dis, OK, est-ce qu'on peut retravailler? Like, can we rework? Non, parce que ce n'est pas intéressant pour nous. Nous, on peut venir prendre sur toutes les succursales. Donc, même si tu en fermes une, ça ne règle pas. OK, parfait. So, c'est quoi, est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, extensionner la dette? Vous voulez que je vous rembourse en 4 ans? Permettez-moi de rembourser sur 10. Ça veut dire que j'ai moins de remboursement tous les mois. Je vous rembourse quand même tout ce que je vous dois, mais je vous rembourse des montants qui font du sens dans mon système économique actuel. Je pense que j'ai vu ce commentaire-là que tu disais que le gouvernement devrait donner plus de flexibilité à repayer les dettes plutôt qu'à être vraiment serré considérant la situation. Considérant la situation, considérant la richesse qu'une entreprise apporte à un pays. Je veux dire, tu sais, nous, on n'était pas très, très gros, mais c'est quand même 10 millions de ventes. Tu fais le calcul, 15% de 10 millions qui est retourné au gouvernement en TPS-TVQ, les impôts qu'on paye sur ce 10 millions-là, les employés qu'on embauche qui gagnent un salaire et qui utilisent cet argent pour faire fonctionner l'économie. Tu sais, les fournisseurs qu'on utilise, qui, eux, sont aussi une source de richesse. Donc, nous, quand on ferme, on impacte nos fournisseurs. Vous êtes un système quand même économique vraiment qui a une valeur. Très important pour un pays. Donc, je comprends que la dette doit être remboursée en 4 ans, mais quand on a pris la dette et qu'on a dit qu'on rembourserait en 4 ans, on ne savait pas de quoi l'avenir était fait. Aujourd'hui, l'avenir fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a l'inflation qui arrive et les taux d'intérêt qui augmentent. Like, everything is like, plus une récession, les gens consomment moins. Donc, tu as inflation, récession, pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut retravailler la dette pour que on soit capable de s'en sortir sans être comme pris au cou avec des dettes qui sont irremboursables sur la période que tu m'as donnée? Et là, on m'a dit non. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la dette est garantie par le gouvernement. Ça veut dire que si ma banque accepte de faire mon remboursement sur 10 ans, au lieu de se faire rembourser en 4 ans par le gouvernement, qui est garanti, c'est sûr, la banque à 100% se fait rembourser sa dette en 4 ans. Moi, si je te propose, au lieu de te faire rembourser en 4 ans, je te rembourse en 10. What do you say? Qu'est-ce que tu en penses? Dans le fond, c'est la banque qui a dit non. En fait, c'est juste le système. C'est pas forcément. C'est tous les acteurs économiques qui font que la manière dont la dette a été structurée, c'est impossible que je puisse présenter un projet qui fasse du sens économiquement pour n'importe qui voudrait l'accepter. Donc, c'est plus rentable de fermer une entreprise que de garder une entreprise vivante et de retravailler la dette parce que la dette est plus rentable parce qu'elle est remboursable à 100% par le gouvernement.
Wow. So, it's sad parce que, tu sais, tu te dis, je te dis, quand j'ai fini mes vacances, j'ai travaillé mon dossier pendant les vacances. C'était pas vraiment des vacances, pour être honnête, je me suis pas vraiment reposée, mais je travaillais mon dossier pour le présenter à la banque. Puis, en mettant tout bout à bout j'étais pas toute seule, là, j'avais une équipe de partenaires en affaires qui m'aidaient à monter le dossier. There was no way de présenter quelque chose qui allait être accepté, tu sais, tout. Puis c'est des personnes qui font ça for a living, tu sais, qui travaillent avec des entreprises qui ont des difficultés financières et qui proposent une restructuration. Donc, tu sais, ils ont l'habitude, ils ont vu tous les cas de figure. Celle-là était... Puis là, ils ont dit, ça va pas marcher. Genre, peu importe ce qu'on va leur présenter, il n'y a aucun intérêt pour eux d'accepter une offre comme celle qu'on va leur présenter. So, la décision, c'était, OK, donc dans ce cas-là, on ferme. Puis tu sais, tu fermes, donc tu annules ta dette. Tu sais, c'est dommage, mais c'est comme ça, tu sais, c'est ça la réalité. So, quand tu me dis, est-ce qu'il y avait plus... Non, j'avais un compte en banque qui était plein. Genre, j'avais vraiment beaucoup d'argent dans mon compte en banque. Mais j'avais pas 2,8 millions dans mon compte en banque, tu sais, qui était le montant de la dette que je devais, tu sais. Que tu devais, ouais. So, tu sais, mais j'avais proche d'1 million dans mes comptes en banque. Là, je veux dire, tu sais, j'étais pas à zéro, là. So, j'ai pas fermé en disant, OK, j'ai plus rien, vous gardez le reste. C'est une question assez trendy, ta santé mentale derrière tout ça, comment elle était. Parce que regarde, t'as l'air super bien, puis on dirait que t'as l'air très genre, authentique aussi, comment tu te prononces. Fait que je suis capable de lire le monde, puis on dirait que vraiment, tu sais, que t'es très professionnel, puis comme tu l'as dit dès le début, je ne suis pas rancunière. Fait que ça, on dirait, c'est comme, regarde, it is what it is, puis là, je vais prendre le brand Juliette et Chocolat, puis faire quelque chose d'autre avec. Tu sais, je dis toujours, la vie t'offre pas toujours exactement ce que tu veux. Hein. Et honnêtement, moi, je me considère chanceuse parce que, comme je te dis, oui, je ferme des locaux, je ferme, tu sais, des entreprises que j'ai construites pendant 20 ans, mais j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mon équipe, j'ai encore mon équipe qui me supporte, tu sais, même si, genre, je peux pas travailler avec tout le monde encore aujourd'hui, je suis en communication avec eux, ils sont là pour me supporter, tu sais, je veux dire, on a créé quelque chose qui est plus que juste les 4 murs d'un restaurant, tu sais. Et j'ai ma santé, tu sais. Je veux dire, I have everything I need pour être capable de continuer. Donc, tu sais, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très rationnel dans la vie. Tu sais, je me dis toujours, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tu sais, il y a des choses qui se passent sans qu'on ait le contrôle de ce qui se passe. Mais ce que je peux contrôler, je vais le contrôler. Tu sais, je vais décider moi-même de comment est-ce que je vais vivre ce qui m'arrive dans ma vie. Tu sais. C'est la seule chose que je peux vraiment contrôler. Là, je n'avais plus le contrôle, je n'avais plus le choix de dire... Parce que, tu sais, avec l'argent qui me restait dans mon compte en banque, j'aurais pu continuer jusqu'en décembre. Mais j'aurais continué à perdre de l'argent tous les mois. Tu sais, j'ai dit, c'est pas responsable. Je le sais que de toute façon, je vais dans un mur. Si on ne travaille pas la dette, je ne finis pas. Je vais peut-être finir l'année, je vais peut-être tenir quelques mois après, mais je le sais que je vais juste drain mon compte. So, de manière responsable, si je le sais que l'avenir de mon entreprise, c'est juste de rentrer dans le mur, autant finir maintenant proprement, c'est-à-dire je paye tout le monde, tu sais, je paye mes équipes, je m'assure de laisser un maximum pour la banque, pour le remboursement de la dette. Tu sais, genre, je suis responsable par rapport à la décision que je prends et je suis en contrôle de ce qui m'arrive. Il n'y a personne d'autre qui choisit pour moi. J'ai choisi moi-même. Tu comprends? Je suis responsable de ce qui m'arrive. C'est moi qui décide. Puis, à partir du moment où tu prends le contrôle de ce qui t'arrive, même si ce n'est pas la décision que tu aurais voulu prendre, je pense que tu vis mieux avec. Ça reste une peine. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a construit. C'est une belle aventure, mais... Honnêtement, je trouve que ça finit bien, vraiment, tout ça. Parce que, regarde, check, la façon que tu le prends, c'est comme, regarde, c'est ici que l'histoire finit. Jusqu'à temps que tu vas écrire ton prochain livre. La suite. Tu sais, je trouve qu'il y a une expression américaine ou anglaise, je ne sais pas si c'est anglais ou américain, mais tu sais, la vie est parsemée de bumps on the road. Mais c'est pas parce qu'il y a un bump on the road que la route, elle continue pas. Enfin, tu sais, elle continue la route après. So, tu sais, tu te cognes, tu tombes, parfois tu pètes ta roue, ta voiture s'abîme ou whatever. Tu t'arrêtes sur le coin de la route, tu reconstruis, tu remets tes choses à bien, puis tu continues. La route est toujours là. So, pour moi, je veux dire, ce que j'ai construit, Juliette Chocolat, puis c'est drôle parce que depuis l'annonce, le nombre d'entrepreneurs qui m'écrivent pour me dire « ça va pas bien dans mon entreprise, est-ce que je peux te parler, est-ce que tu peux me conseiller, etc. » Puis j'essaie de les accompagner parce que je sais qu'on n'est pas tous faits de la même manière au niveau de notre résistance au stress, résistance à l'échec, résistance. C'est émotionnel. Perdre une entreprise, là, je veux dire, quand tu mets tout ton cœur dans quelque chose, c'est émotionnel. Mais pour certaines personnes, c'est ce qui... It's what can break you, pour certaines personnes. Puis j'en ai beaucoup qui m'écrivent et qui me disent, genre,
je sais pas comment je vais m'en sortir. Je sens la fatigue émotionnelle de passer à travers cette étape-là. Je sens le besoin de se sentir écouté. Je sens le besoin de peut-être avoir la perspective de quelqu'un d'autre qui l'a vécu pour être en mesure de peut-être remettre les choses en perspective. Quand tu es la tête dedans, la tête dans le guidon, tu vois plus clair, mais d'avoir quelqu'un d'autre qui est là et qui te dit hey, je te promets que ça va aller mieux après. Like, je sais que c'est pas facile. Je sais que tu t'attaches à ce que tu as construit, mais ce que tu as construit, c'est pas ton entreprise. Ce que tu as construit, c'est toi-même. You know, like you've built yourself. You've built something other than your company. Tu sais. So, j'essaie maintenant, c'est ce que je fais aujourd'hui parce que je suis encore beaucoup dedans, mais parce que j'ai quand même une grosse communauté de personnes que je connais, puis un réseau de personnes que je connais. J'essaie d'apporter un peu ce que j'ai vécu dans le support des autres parce que je trouve que c'est un peu... You're kind of lonely quand ça arrive. Tu te dis, je suis tout seul là-dedans. Puis de sentir que tu n'es pas tout seul là-dedans, d'avoir quelqu'un qui, comme je te dis, peut te sortir la tête du guidon et dire hey, prends un petit peu de recul, regarde ce qui se passe, réfléchis un peu à, comme, pas juste ce qui t'arrive maintenant, mais le potentiel qui peut venir de ce qui t'arrive maintenant. Tu sais. There's an after. Après tout ça, tu sais. C'est sûr qu'il y a un after. So, peut-être pas aujourd'hui, mais dans plusieurs mois, dans plusieurs années, there's something else. C'est une belle fin, gars. Honnêtement, je trouve que c'est une belle fin. Ça finit bien, cette histoire-là, parce que tu peux t'attendre que cette histoire-là, c'est comme, c'est dur. Oui, toute chose est dure, mais je trouve que ça finit bien. J'aime bien l'histoire que tu viens de me raconter. Guys, j'espère que vous avez aimé l'histoire aussi. Comme, gars, on parle du chocolat dès le début. On embarque sur vraiment une femme entrepreneur, la famille. Grandir, vraiment la famille impliquée dans la business, grossir une famille aussi, jusqu'à vraiment la faillite, mais vraiment la fermeture des portes d'une belle histoire. Je trouve que tu l'as bien verbalisé. Puis je suis convaincu que tout ce que tu as amené, comme moi je le sens, il y a une grande valeur dans ce que tu viens amener. Puis on dirait que ça va ouvrir des portes maintenant à d'autres choses parce que tu as du knowledge que tu connais très bien beaucoup de choses. Même moi, j'en ai appris une couple. Puis j'ai dit, OK, laisse-moi poser des questions vraiment pour mon knowledge personnel, mais je sais que ça va pouvoir aider d'autres personnes. Juliette, gare, ce fut un plaisir de t'avoir. Yel aussi. Mutuel. Merci, je suis content de t'avoir connu. Aussi, de guys, je veux donner un autre shout-out à tous nos abonnés qui nous supportent. Regarde, une communauté, les Yellow Gang, gars. C'est beau de voir une communauté aussi, tu sais, vraiment, qui écoute ces histoires-là. Puis j'en reçois des commentaires. Puis quand j'ai dit, regarde, j'ai quelqu'un spécial qui s'en vient, puis c'était justement toi, Juliette. Fait que je pense que vous allez apprécier cette histoire-là, guys. À la fois à tous nos partenaires qui nous supportent dès le début, Rosemont, on a Prestige Barbershop à Terrebonne, iReligion, comme vous pouvez le voir ici. C'est la première impression. Je trouve une belle vision. Shout out au Black Box, shout out à Good Vision, le team, Yellow Sea Podcast. Guys, on se voit à la prochaine.